Pour ce troisième épisode de Franc-Parler, notre invité est Édouard S. Il est militant libéral, passionné par la bioéthique et les questions relevant du contrôle de chacun sur son propre corps. Aujourd'hui, nous parlerons du travail sexuel et surtout du traitement législatif du travail sexuel en France et ailleurs. Mais avant de commencer, un point vocabulaire s'impose. Dans ce podcast, nous parlons de travail sexuel, de travailleurs et de travailleuses du sexe. Pourquoi ? Eh bien, comme pour tout sujet, le vocabulaire importe et permet de se positionner dans le débat. Parler de travail sexuel, c'est revendiquer l'application du droit commun du travail pour les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est se battre contre la criminalisation du travail sexuel et enfin, c'est refuser le vocabulaire employé par les abolitionnistes. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est des protestations qui ont eu lieu en 2017, la suite de la loi qui a validé la pénalisation des clients. Et donc, suite à cette loi, il y a une question prioritaire de constitutionnalité et le Conseil constitutionnel a dû se positionner sur cette question de la pénalisation des clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la décision qui en est ressortie du Conseil constitutionnel ? Bien sûr. Si tu veux, je peux revenir avant de passer à la décision du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que c'était cette loi de pénalisation des clients ? En fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a changé au système législatif en France ? Pourquoi elle a été instituée ? En fait, donc ça date de 2016, cette loi. Avril 2016, ça fait 3 ans maintenant. L'idée à la base de ce système législatif pour le travail sexuel, c'était de mettre d'une part... Les promoteurs de ce système-là disent, surtout les féministes, qu'en fait, ce qu'il existait avant, c'est-à-dire la pénalisation des travailleuses sexes elles-mêmes, dont les lois en France de racolage public, qui en fait vraiment les travailleuses sexes étaient pénalisées elles-mêmes, la police allait contre elles, les pourchassait, les surveillait, pouvait prendre des amendes. Ce système-là, en fait, il a été reconnu, y compris par ceux qui sont vraiment contre le travail sexuel. Ça a été reconnu comme un système très nocif en fait. C'est vraiment très documenté. Les travailleuses sexes vraiment rechignent à porter plainte. Vraiment la police elle le voit comme un ennemi. Et du coup elles sont vraiment en danger. Elles sont vraiment doivent se cacher. Donc bref, la conséquence de ça c'est que beaucoup de groupes féministes et de groupes aussi de droite un peu conservatrices catholiques ont dit ok, en fait il faut passer à un nouveau modèle où on arrête de pénaliser les travailleuses sexes elles-mêmes. Donc en fait la loi de pénalisation des clients a abrogé le délit de racolage public. Et à côté de ça on va s'attaquer selon eux ce qu'ils disent la source du problème, les clients en fait. Ils disent donc c'est à cause de eux que ce truc existe. Si il y avait moins de clients, en théorie, il y aurait moins de travail sexuel et ça permettrait vraiment d'en finir avec ce système prostitutionnel, c'est leur terme, le système prostitutionnel. Donc ça a mis fin au délit de racolage public. D'autre part, on a créé du coup une pénalisation du client avec une amende de 1 500 € pour la première fois, 3 700 en cas de récidive pour ses clients. Donc c'est le volet répressif de la loi. Et puis d'autre part, il y a aussi, on pourra revenir sur ce que c'est, un volet dit social, où en fait elles disent ok, d'une part du coup on va s'attaquer à la source du problème, et puis on va fournir de l'aide aux personnes prostituées, comme pour utiliser encore une fois leur terme, sous la forme en fait d'une allocation et de droits, des papiers pour les migrantes qui sont là illégalement. Donc c'est ça le contexte. Ça fait 3 ans déjà. Avant la mise en place de la loi, les travailleuses sexes étaient beaucoup battus contre, avaient milité, avaient prévenu qu'on savait déjà qu'en fait ce modèle-là tel qu'appliqué, parce qu'il vient en fait des pays nordiques, il vient de Suède, on savait déjà qu'il était très nocif. Ils avaient prévu, ils avaient dit que ça serait vraiment en fait très dangereux parce que nécessairement il y aurait moins de clients. Étant donné qu'en fait ça crée une pénalisation des clients, donc les clients les plus honnêtes, les plus respectueux vont avoir peur de cette loi, vont arrêter du coup d'aller voir les travailleurs du sexe parce que pour eux finalement c'était pas un besoin essentiel, c'est récréatif, donc ils peuvent s'en passer. À l'inverse, du coup, il ne reste plus que
les clients qui sont prêts à braver la loi, du coup qui se disent, voilà, pour eux peu importe qu'il y ait une amende ou quoi, donc c'est a priori les gens les plus dangereux, les moins respectueux, du coup c'est les seuls clients qui restent. De l'autre côté, les travailleuses du sexe, il n'y en a pas moins qu'avant, elles sont toujours autant là. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas se passer de ce travail-là, c'est leur travail, voilà, elles en ont besoin pour se nourrir tous les mois. On pourra revenir d'ailleurs sur les raisons qui poussent les travailleurs du sexe à faire ce travail-là. Du coup, moins de clients d'un côté, toujours autant de travailleurs du sexe de l'autre. Ils ont plus de pouvoir, ils sont vraiment renforcés. Ils peuvent négocier les tarifs à la baisse, demander des relations sexuelles sans préservatif, donc c'est très dangereux pour la santé des travailleurs du sexe. Elles doivent toujours, du coup, pour chercher les quelques clients qui restent, se cacher, enfin vraiment pour protéger leurs clients, en fait, pour aller chercher les clients là où ils sont, comme c'est eux qui ont les marges de manœuvre de négociation, elles doivent aller dans des coins où ils ne seront pas de risque de tomber sur la police. Donc il y a plus de violence, enfin voilà. Et ça a été très bien documenté, pareil, avec une étude qui est parue en avril l'année dernière, qui a montré vraiment auprès de 600 travailleurs du sexe, ce qui peut paraître peu, mais qui est en fait beaucoup, étant donné que c'est quand même un monde qui est très difficile d'accès. Il n'y a jamais eu d'étude qui a été portée sur autant de travailleurs du sexe. J'ai les chiffres sous les yeux. C'était une étude de Médecins du Monde, c'est ça? Entre autres, ouais. Entre autres, ouais, 13 associations, dont Médecins du Monde, effectivement. 62% des répondants constataient une détérioration de leurs conditions de vie. Presque 80% une baisse de leurs revenus, parce que voilà, les tarifs sont du coup revus à la baisse étant donné qu'il y a moins de clients. 90% évidemment sont opposés à la loi. Voilà. 40% ont constaté une augmentation des violences. 38% qu'il est plus difficile de négocier le préservatif avec le client. Donc voilà, ça a été. Donc ça c'est des chiffres qui sont sortis en 2018. Donc c'est ça faisait avril. 2 ans après. Ça faisait 2 ans, exactement. Et donc on peut se dire que peut-être que ça peut se régulariser par la suite. Est-ce que tu parlais des pays nordiques? Ouais. Est-ce que ce modèle-là, qu'est-ce qu'il a montré après plus de 2 ans, plus de 3 ans? Ouais, ça fait presque 20 ans même maintenant que c'est le cas en Suède et en Norvège aussi, quelques années maintenant aussi en Irlande, au Canada, mais on a beaucoup plus de données sur la Suède en l'occurrence, parce que c'était vraiment le premier pays en 99 à avoir mis en place cette loi-là. D'accord, ouais. Et en fait non, les conséquences sont les mêmes. D'une part, on n'a pas réduit, malgré ce que disent les abolitionnistes, le nombre de travailleurs du sexe, c'est-à-dire que c'est un objectif de la loi, c'est en théorie en fait de dissuader, mais ce n'est pas le cas. On a tout juste réduit le nombre de travailleurs du sexe dans la rue, parce que elles doivent, du coup c'est moins visible effectivement, mais il n'y en a pas moins, elles travaillent beaucoup en intérieur ou de manière beaucoup plus cachée et souterraine. Donc d'une part on n'a pas réduit vraiment le nombre de travailleurs du sexe, c'est impossible à montrer, et d'autre part voilà pareil, méfiance vis-à-vis de la police, moins d'accès à toutes les formes d'aide de travail social qui peuvent les accompagner, qui peuvent leur fournir des préservatifs. Les associations ont beaucoup de mal à les contacter, moindre usage de préservatifs. Enfin vraiment, et c'est ce depuis 20 ans, donc vraiment on a pas mal de retours à ce propos, et ça ne va pas en s'améliorant avec le temps. Et d'ailleurs c'est ce que disent les abolitionnistes en France, oui c'est que le début, ça va finir par fonctionner, mais clairement il n'y a pas vraiment d'espoir à ce propos. Mais donc ça paraît dingue que 20 ans après on ait vu ces résultats, et que pourtant le Conseil constitutionnel ait validé cette pénalisation du client. Alors quels sont les arguments dans ce cas-là avancés par les avocats au Conseil qui étaient pro-pénalisation? Alors en fait du coup pour donner juste un petit peu l'historique par rapport à ces décisions du Conseil constitutionnel, donc c'est issu en fait de plusieurs associations dont le STRAS qui ont requéri en fait de censurer la partie répression de la loi, au nom du fait en fait que ce qui est très paradoxal avec cette loi-là, y compris constitutionnellement, c'est que le travail sexuel en tant que tel reste légal. Ça reste une profession, on a le droit de l'exercer en France. Elle est reconnue, elle est même taxée, on reçoit les impôts, il faut le déclarer. Donc l'activité en soi n'est pas interdite. Et par contre, on s'attaque aux clients de cette activité-là qui est autorisée. Du coup, ça fait aucun sens, c'est vraiment paradoxal. Et le STRAS et d'autres organisations, du coup, ont notamment attaqué sur la liberté d'entreprendre,
en fait, en disant que ça contredit la liberté d'entreprendre. On a vu que c'est une profession légale, mais on s'attaque aux clients. La loi s'attaque aux clients. Donc ils se sont plaints, ils ont réussi à passer les différents filtres pour arriver jusqu'au Conseil constitutionnel. Et donc j'avais fait un article là-dessus, je vous invite à le lire, on pourra mettre en référence si vous voulez sur Slate, où en fait pendant la session au Conseil constitutionnel, il y avait d'abord les requérants qui faisaient un plaidoyer pour les raisons pour lesquelles il faut l'abolir, il faut censurer cette partie répression. Et de l'autre côté, il y avait les avocats abolitionnistes qui donnaient des raisons plus ou moins fantaisistes, assez parfois même très scandaleuses, sur les raisons pour lesquelles c'est vraiment une très bonne chose, c'est un progrès, il faut maintenir cette loi. Alors il s'est dit beaucoup de choses, je ne sais pas si on peut revenir sur tous les arguments, mais alors il y avait différents arguments. Il disait entre autres, alors, ils ont remâché toute la mythologie abolitionniste sur, notamment pendant vraiment, on sait en ligne, hein, tout le monde peut le regarder, c'est assez intéressant, si vous êtes un peu curieux, c'est vraiment assez révélateur de regarder ça. Donc il remâche tous ces arguments-là, et l'argument clé, c'est vraiment, c'est ce qui structure d'ailleurs les discours abolitionnistes de manière générale, cette idée que il n'y aurait que 10%, 5%, voire 1%, ils en ont même jusqu'à 1% de travailleurs du sexe qui auraient réellement choisi l'activité. Voilà. Donc c'est cette idée qu'en fait, ceux qui se battent contre la pénalisation, c'est vraiment cette élite de travailleurs du sexe, ces escortes, qui, elles, sont dans le confort, ont vraiment choisi leur activité, sont heureuses, et que vis-à-vis de ça, il y a 99% qui sont pauvres, qui galèrent et qui n'ont rien choisi. Et du coup, face à ça, c'est une profession qui ne peut pas vraiment être choisie, et du coup, il faut s'attaquer à la source, c'est-à-dire les clients. C'est un discours en réalité qui est très caricatural. Vraiment, ça reflète pas la réalité des choses, parce qu'en fait cette idée que cette dichotomie entre d'un côté les travailleurs du sexe éclairés qui ont choisi ces top 1% face aux 99%, ça reflète pas le continuum effectivement qui existe, qui est beaucoup plus complexe que ça, où effectivement d'un côté il y a une partie des travailleurs du sexe qui sont pour le coup, c'est vrai qu'elles gagnent très bien confortablement leur vie, c'est les escortes, hein, le plus souvent, qui sont même souvent assez heureuses dans ce job-là. Elles sont épanouies, vraiment elles aiment ça, voilà, de manière générale, voilà, elles ont une vie sexuelle, même avant de travailler là-dedans, elles avaient une vie sexuelle très active, elles aiment ça généralement, et elles sont heureuses, effectivement, elles n'ont pas de problème avec ça, et elles se voient pas, voilà, elles n'ont pas de problème avec leur profession. Effectivement, elles sont pas si nombreuses que ça. Bon, c'est difficile à estimer, mais ouais, il y en a peut-être 20%, 15%, 10%. Et à l'autre extrême, effectivement, il y a les personnes qui sont forcées, le travail sexuel forcé, tous les phénomènes de traite, mais là encore, il y a des chiffres complètement fantaisistes qui circulent à ce propos. En réalité, c'est un phénomène, selon les chiffres qu'on a, selon les études, c'est entre 3 et 17%. D'accord. 17%, ça peut paraître déjà beaucoup trop, hein, mais c'est un chiffre en fait qui a pour origine les abolitionnistes. Le mouvement du NI, en l'occurrence, qui est une association abolitionniste, qu'ils ont fait eux-mêmes leur étude, ils sont arrivés à 17%. De personnes qui ont été forcées pour ce travail sexuel-là. Donc bref, on peut s'imaginer que ce soit un peu, voilà, qu'ils aient cherché à le faire le plus choquant possible, mais dans tous les cas, on est que, voilà, entre guillemets, que à 17% de forcés. Finalement, le reste n'ont pas de proxénètes qui, vraiment, sous le coup de la force, les forcent à faire ce travail-là. Et du coup, entre les deux, on a tout un continuum de personnes qui, effectivement, sont plus ou moins riches. Voilà, elles sont pas, d'ailleurs, pour le coup, plutôt vers le bas. Il y a beaucoup de précarité, hein, faut pas le nier. Il y a beaucoup de femmes qui font ça parce qu'elles n'ont pas vraiment d'autre choix, parce qu'elles ne sont pas très qualifiées, elles peuvent ou elles veulent pas faire d'autres jobs très peu qualifiés, qu'elles trouvent tout aussi, voire plus dégradants même que le travail sexuel. Il y a des filles qui ne s'épanouissent pas là-dedans, ouais, elles font ce travail-là, elles peuvent ne pas vraiment l'aimer, elles font ça parce que juste ça leur convient au niveau du temps, au niveau de la gestion de leur emploi du temps, et puis par rapport aux alternatives, encore une fois, qu'elles trouvent révoltantes, mais elles s'épanouissent pas particulièrement, elles sont pas forcément très heureuses, elles subissent des violences, mais pour autant,
elles demandent pas qu'on les pénalise. C'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas apprécier leur boulot. Oui, comme on n'apprécie pas. Comme on n'apprécie pas tous forcément son travail. Mm. Si on devait criminaliser tous les boulots où les gens ne sont pas parfaitement heureux, épanouis, il resterait pas grand-chose finalement. Et donc voilà, cette dichotomie de le top 1% qui, elles, se battent contre la pénalisation face à tout le reste qui, elles, souffrent et se battent pour la... C'est faux. D'ailleurs, j'ai cité le chiffre tout à l'heure, là, 90% des travailleurs du sexe sont contre la pénalisation des clients. Voilà, peu importe leur niveau d'épanouissement, d'heureux, d'enrichissement personnel ou même financier. Voilà, donc après, c'est vraiment... ce qui est rétorqué, c'est que voilà, il y a cette particularité de ce travail qui est vendre son corps. C'est ça. Et qui n'est pas voilà, être caissière dans un supermarché. C'est pas équivalent. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas équivalent, mais il y a quand même voilà, le syndicat, par exemple, des travailleurs du sexe qui veut en faire un droit commun du travail, un droit du travail. Donc effectivement, c'est pas les abolitionnistes, oui, ils disent c'est pas un travail comme les autres. Et c'est un argument intéressant. On peut le prendre de plusieurs manières. Alors effectivement, c'est pas un travail comme les autres parce que bon, effectivement, ça inclut des relations sexuelles. Oui. Bon, mais je veux dire, il y a plein de travails qui ne sont pas comme les autres. Être chirurgien, c'est pas un travail comme un autre. Être soldat en opération extérieure, risquer sa vie, c'est pas un travail comme les autres. Il y en a plein de travails qui sont pas finalement des travails comme les autres, qui impliquent beaucoup de travail émotionnel, de rapport à son corps, vraiment, il y en a plein de travaux très spéciaux. Et finalement, est-ce qu'on va criminaliser tous ces travaux qui sont un peu différents des autres d'une manière ou d'une autre? Ben, on n'en finit pas, quoi. Et donc du coup par rapport à ça, effectivement, on aimerait dire il faut que le travail sexuel soit considéré comme un travail comme les autres, dans le sens où il n'y a pas de raison, oui c'est différent, ok, pour les personnes qui l'exercent, en l'occurrence chacun a une conception différente de sa sexualité, voilà, et pour des personnes c'est pas quelque chose de sacré finalement, c'est ce que les abolitionnistes disent, oui, les travailleurs du sexe en fait elles n'ont pas de désir pour leurs clients, et du coup ça impliquerait que ce soit forcé, que ce soit mauvais, etc. Mais les relations sexuelles, il n'est pas obligé qu'il y ait du désir. Deux personnes peuvent avoir un rapport consenti pour des motifs tout à fait divers et variés. Autrefois, il fallait même être vraiment amoureux dans un couple. Bon, aujourd'hui, on accepte le fait qu'on puisse avoir du désir physique sans avoir forcément désir amoureux, que la relation sexuelle puisse être consentie de cette manière-là, mais il faut aller même plus loin. Je veux dire, une relation sexuelle peut être consentie sans qu'il y ait même pour autant de désir, vraiment, on trouve le partenaire particulièrement, vraiment physiquement attirant. Ça peut ne pas être le cas, et ça rend pas la relation sexuelle pour autant non consentie. Et du coup, oui, les travailleurs du sexe ont une conception différente de leur sexualité, où elles ne considèrent pas ça, voilà, elles ne le voient pas comme un truc sacré, elles le considèrent comme un outil de travail. Pour revenir sur l'expression, elles ne vendent pas leur corps, en fait elles refusent cette expression-là, parce que vendre leur corps, dire, à la fin de la session, elles l'ont toujours leur corps, elles ne l'ont pas vendu, à la limite, elles le loueraient à la limite. Elles vendent un moment. C'est ça. En fait, c'est un service. C'est ça. Tu rencontres une personne. T'as un moment. Il peut y avoir du sexe, parfois non aussi. Hein, c'est d'ailleurs. Elle rencontre des gens parfois qui ont pas forcément des envies sexuelles. Bon, c'est peu commun, mais ça peut arriver. Bref, elles vendent un moment, une expérience, un service très spécifique d'ailleurs. Hein. Ça fait partie des arguments abolitionnistes où ils disent en fait on achète le corps de la travailleuse du sexe et on fait ce qu'elle veut avec elle. C'est faux. J'avais fait un article. Elle met des limites strictes. J'avais écrit un article à ce propos où je disais il faut respecter les limites des travailleurs du sexe quand vous allez les voir. Il y a cette idéologie que promeuvent les abolitionnistes. C'est très nocif parce que non, on fait pas ce qu'on veut dans une session avec une travailleuse du sexe. Elle pose des limites très claires avant la session, avant la relation. Elle dit voilà, on négocie ce qu'on va faire. Voilà, pour moi, mes limites c'est ça et ça. Je fais ceci, mais je ne fais pas cela. Donc les deux personnes s'accordent avant sur un truc très spécifique, très cadré. Hein. Et travailleuse du sexe d'ailleurs, en ça, promeuvent vraiment des relations très consenties, mais même plus d'ailleurs que finalement les relations gratuites où on se rend compte et finalement
on n'ose pas dire verbalement nos limites chacun, voilà, ou finalement du coup c'est une relation qui est plus floue, où du coup les relations entre personnes au sein d'un couple ou au sein d'un couple d'un soir, on peut avoir des doutes, la personne dépasse une limite et on n'ose pas lui dire parce qu'on va pas le froisser, on n'en a pas parlé explicitement, en fait on n'a jamais évoqué le fait qu'on aimait ceci ou cela. Et donc finalement, s'il y avait des problèmes avec le consentement, ça serait peut-être dans cet univers-là de relations, il n'y a pas d'échange d'argent, mais pour autant, il y a des problèmes de respect du consentement, outre les viols évidemment, il y en a, mais même sans ça, je veux dire, au niveau du respect des limites. Et à l'inverse, les travailleurs du sexe sont très clairs là-dessus. Elles mettent des limites strictes. Et c'est ça qui, d'ailleurs, c'est ce qui rend la chose encore plus paradoxale et ironique, c'est-à-dire qu'on nie leur consentement à des personnes qui, au contraire, en matière de sexualité, poussent l'idée à fond, quoi. Et elles sont très strictes là-dessus, à l'inverse de beaucoup d'autres formes de sexualité où c'est beaucoup plus flou, où il y a moins vraiment de limites. Donc en fait, on a l'impression que c'est une perception de la chose, que les abolitionnistes présentent ça comme un rapport de domination constant, où voilà, le travailleur du sexe ou la travailleuse du sexe sera toujours en état de domination, il n'y aura jamais de contrat et de rapport d'égal à égal. C'est ça, ouais. Elle considère que dès lors qu'il y a un échange d'argent, ça rend la relation de domination. D'ailleurs, c'était un des arguments pendant la QPC. Elle disait en fait les clients obtiennent quelque chose qu'ils n'auraient pas pu obtenir gratuitement. Oui. C'est un argument intéressant parce que finalement, cet argument-là, on peut l'appliquer à n'importe quel job en fait. C'est-à-dire, moi, si je n'étais pas payé, j'irais pas à mon boulot. Je le ferais pas. Voilà, mon employeur obtient de moi quelque chose que je ne ferais pas si j'étais pas payé. Ouais. Donc, si à ce titre-là, il faut me criminaliser mon employeur parce qu'il obtient de moi quelque chose que je n'aurais pas fait autre son argent, on interdit tous les boulots, quoi. Il n'y a plus de travail salarié, on peut plus. Donc, c'est absurde. L'échange d'argent n'empêche pas qu'il y ait une relation consentie. Alors après, il ne faut pas non plus nier qu'effectivement il y ait des rapports de force. Effectivement, c'est pas non plus hyper simple, surtout pour les travailleurs du sexe les plus précaires, les migrantes qui n'ont pas de papier, qui n'ont vraiment aucun autre choix au niveau de leur boulot. D'autant plus depuis le contexte de criminalisation des clients, où il y en a de moins en moins. Alors effectivement, il y a une négociation qui est plus dure pour les travailleurs du sexe, donc il ne s'agit pas de le nier. Mais par rapport à ça, la solution, c'est pas de la répression policière, c'est pas l'appellation ni travailleuse du sexe elle-même, ni des clients, parce que finalement, c'est illusoire le fait qu'on criminalise les clients et que ça n'impacte pas les travailleuses du sexe. Forcément, elles vont être pas nuire à un côté de l'échange sans que ça nuise aux travailleuses du sexe elles-mêmes. C'est de leur fournir des droits, voilà, et qu'elles puissent avoir, comme tout le monde, le droit commun pour les protéger, elles puissent porter plainte, elles puissent nouer des contrats, être protégées par la police quand il le faut, pouvoir porter plainte contre une agression. Si elles travaillent avec un manager dans une maison close qui abuse d'elles, pouvoir pareil porter plainte. Bref, le droit commun comme n'importe qui, comme n'importe quel travailleur dans n'importe quel secteur, c'est ce qu'elles demandent et c'est ça vraiment en fait la solution. Du coup là aujourd'hui on est à un point où on a cette pénalisation du client en France et on parle d'autres systèmes en Europe, on parle des systèmes allemands, néerlandais. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces systèmes là? Est-ce que déjà c'est mieux? Voilà, tout est relatif mais toujours mais en fait c'est intéressant parce que beaucoup de personnes qui veulent se battre pour les travailleurs du sexe sont plutôt d'accord avec l'idée qu'il faut leur foutre la paix, qu'il faut plutôt leur fournir des droits et les protéger, ont tendance à dire, c'est un discours assez commun qui revient régulièrement, il faut réouvrir les maisons closes. C'est un peu le slogan qu'on entend régulièrement. Voilà, en fait, faut arrêter avec la pénétration des clients, ouvrons plutôt les maisons closes, et voilà, du coup, elles seront protégées, elles auront accès à une condition de travail un peu plus safe, etc. Et ce modèle-là, effectivement, il existe en Allemagne, il me semble depuis le début des années 2000, pareil aux Pays-Bas. Et en fait, contrairement à des idées reçues,
c'est pas ce que les travailleuses du sexe veulent, c'est pas ce qu'elles demandent, et quand on leur dit ça, généralement d'ailleurs, elles rétorquent tout de suite non. Et ça peut surprendre au début. On peut se dire, mais pourtant, voilà, ça vous fournit un cadre de travail plus safe, par exemple, c'est quand même un peu mieux. Mais la raison pour ça, c'est qu'en fait, les modèles allemands et néerlandais, ça promeut le système des maisons closes à l'exception de tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, les travailleurs du sexe sont obligés de travailler dans ces établissements-là, qui ont souvent obtenu des licences, donc en plus leur nombre est très, très strictement limité. Quand on pense à Amsterdam, il y a voilà, ces maisons closes et puis il y a les fenêtres, les vitrines. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Oui. Vraiment se délocalisent aussi en banlieue. En banlieue et même leur nombre a été de manière générale très réduit. C'est à peu près le même phénomène en Allemagne. Et donc le résultat, c'est qu'en fait, les travailleurs du sexe n'ont pas d'autre choix que de travailler dans ces maisons closes-là. Il y en a de moins en moins. Déjà, même à la base, il n'y en avait pas énormément. Leur nombre a été fixé et il y en a de moins en moins. Et du coup, elles n'ont pas d'autre choix que de travailler dans ce système-là. Et ça crée des effets forcément très pervers où en fait, il y a plein de travailleurs du sexe qui ne peuvent ou ne veulent pas travailler dans ce système légal, surveillé, très contrôlé, où les travailleurs du sexe doivent obtenir des autorisations, elles sont enregistrées, elles sont très surveillées, elles doivent obtenir, du coup, ça, toutes les migrantes qui n'ont pas de papier sont complètement exclues de ce système-là, évidemment, mais pas que, parce que même parmi les autochtones qui ont leur papier, elles peuvent ne pas vouloir travailler dans une maison close. C'est un système particulier qui a ses avantages, mais aussi ses défauts. Voilà, on travaille pour un boss, et c'est un travail sexe qui déteste ça, vraiment, ça les rend dingues cette idée-là de travailler et de reverser une partie de leurs revenus à un employeur. Et du coup, en fait, ça crée un système à deux niveaux, où il y a le système légal, où les travailleurs du sexe travaillent dans des maisons closes, souvent auprès de managers qui ont du coup un moyen de pression énorme sur les travailleurs du sexe, étant donné qu'ils savent très bien qu'elles n'ont pas d'autre choix que de travailler pour eux légalement. Du coup, ils peuvent très facilement abuser, leur donner des horaires beaucoup plus larges, ne pas les respecter, ne pas leur fournir des préservatifs lorsqu'ils travaillent dans des maisons closes, etc., etc., etc. Donc vraiment, ça crée beaucoup d'abus, situation parce que encore une fois, il faut réfléchir en termes de relations de pouvoir et qu'est-ce que la loi crée comme incitation. Et là, les propriétaires de maisons closes, du coup, sont en position de force, parce que vraiment, c'est le seul moyen de travailler légalement. Et du coup, outre ça, il y a tous ces travailleurs du sexe qui sont à l'extérieur du coup de ce système-là. Les migrantes qui n'ont pas de papier, mais pas que. Voilà, toutes celles qui veulent travailler simplement entre collègues, partager un appartement, ou toutes seules, dans la rue ou en intérieur. Elle reste illégale et du coup avec tous les problèmes de criminalisation, elles sont emmerdées par la police, elles ont des amendes, leurs clients peuvent être pareil criminalisés, du coup il y a tous les problèmes associés. C'est le même modèle au Nevada, aux US. Les gens ne le savent pas souvent pas partout au Nevada. Alors certains comtés au Nevada, Las Vegas ça n'en fait pas partie, où en fait il y a des maisons closes. C'est le seul endroit aux US où il y a du travail sexuel illégal. Partout ailleurs c'est entièrement criminalisé, mais il y a quelques maisons closes dans ces quelques comtés du Nevada où le travail sexuel est légal, et partout ailleurs c'est interdit. Et du coup, pour les quelques travailleuses qui travaillent dans ces maisons closes, ça a l'air de se passer relativement bien de ce que j'ai pu lire. Elles sont plutôt contentes, celles qui travaillent à l'intérieur de ces maisons closes-là. Il y a des abus, mais visiblement, de ce que j'ai pu lire, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Et puis après, outre ça, il y a toutes celles qui sont à l'extérieur du système et qui n'ont pas accès au droit commun, peuvent pas porter plainte, ont tous les mêmes problèmes associés à la criminalisation. Donc en fin de compte, quand elles entendent réouvrons les maisons closes, elles entendent il faut qu'elles soient obligées de travailler dans ces endroits-là. En fait, elles voient ça vraiment comme un système de contrôle, de surveillance, et elles détestent ça, surtout qu'en fait, quand elles travaillent dans une maison close, ça rend en plus vraiment le contrôle étatique et réglementaire beaucoup plus facile, parce que finalement, il n'y a qu'un seul endroit où elles travaillent, et ça rend du coup les réglementations, la surveillance beaucoup plus aisées. Par rapport à du travail sexuel beaucoup plus décentralisé, où n'importe qui peut travailler de chez soi ou dans un appart à plusieurs, et du coup c'est très pervers comme système, et du coup c'est pas ce qu'elle rêve. Donc c'est pas encore dans le droit commun, pas notamment. Non, il y a du droit d'exception, exactement. Et donc ce système du droit commun, est-ce que tu peux nous en donner un exemple puisqu'il existe? Voilà, où en fait le travail sexuel, du coup ce que demande le STRAS et beaucoup de travail sexe, c'est
que le travail sexuel rentre dans le droit commun, qui est dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait de loi d'exception par rapport à ça. C'est-à-dire que le travail sexuel soit considéré comme n'importe quel autre travail, du point de vue du droit. Voilà, c'est pas un travail comme un autre, on en a déjà parlé, mais du point de vue du droit, ça doit l'être, en tout cas, pas plus, pas moins, il n'y a pas de loi spécifique sur où tu as le droit de travailler. C'est-à-dire que la loi n'a pas à te dire avec qui tu as le droit de travailler, où tu as le droit de travailler, quel client tu peux ou tu ne peux pas avoir. Voilà, en dehors de l'activité que c'est. Voilà, et les seules lois qui doivent exister, c'est les mêmes que pour tout le monde. C'est-à-dire, voilà, pas d'agression, pas de vol, pas de viol, voilà, ce qui existe pour tout le monde. D'ailleurs, pour faire juste un petit détour, pour revenir à la situation en France, et dans beaucoup d'autres pays où c'est un peu pareil, la pénalisation des clients, l'idée c'est que les travailleurs sexuels ne sont pas touchés elles-mêmes par le droit, mais leurs clients sont pénalisés. En réalité, c'est plus complexe que ça, parce que elles n'ont pas le droit, à cause des lois sur le proxénétisme, de se mettre à plusieurs dans un appart. Les maisons closes sont interdites, et sous ce couvert de loi sur le proxénétisme, elles n'ont pas le droit de s'associer entre elles, de louer un appart à plusieurs, et comme ça de pouvoir se protéger, travailler ensemble, et c'est quand même beaucoup plus safe comme environnement de travail. Interdit, parce que elles se font tomber sous les lois sous le coup du code de proxénétisme. On voit toujours ça comme il y aura un dominant qui aura donc le proxénète. Le proxénète en l'occurrence, les personnes de la maison close. Mais la conséquence de cette loi-là, dans la réalité, ça fait qu'elles peuvent pas s'associer, elles peuvent pas. Mais ça va même, c'est assez dingue parce que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui bénéficie des revenus du travail du sexe. Et alors là, du coup, les chauffeurs qui transportent les escortes peuvent se faire criminaliser. Jusqu'à il y a quelques années, c'était vraiment absurde. Ça allait pour montrer à quel point c'était absurde. Les enfants de travail du sexe bénéficient de leurs revenus finalement. Et il y a eu des cas ubuesques où c'était vraiment le cas dans des plaintes. Donc en fait, toute personne qui de près ou de loin touche des revenus ou collabore avec une travailleuse sexe, donc qu'elles veuillent travailler ensemble, ou ne serait-ce finalement que s'entraider, se fournir des conseils, des méthodes, avoir des fichiers de blacklist de mauvais clients, toutes ces méthodes en fait qui permettent aux travailleuses du sexe d'être plus safe, de travailler dans un environnement vraiment où elles ont des méthodes de réduction des risques, tout ça c'est interdit. Donc ça crée un environnement hyper dangereux en fait de travail. D'ailleurs, si on était un peu cynique, on dirait qu'en fait les abolitionnistes le savent, et c'est pour ça qu'ils promeuvent ces lois-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à leur monde imaginaire où le travail sexuel est horrible, dégradant, en fait les lois qu'ils promeuvent, ça promeut exactement ça. C'est-à-dire qu'on y arrive à leur image délirante. Donc si on était un peu cynique, en fait on dirait qu'ils y ont pensé, et ils créent ces lois-là pour arriver à ce monde-là où le travail sexuel en fait est insupportable, parce que tous les moyens que ce soit un peu safe et encadré sont empêchés. Pardon pour ce détour. Et du coup, pour revenir à Nouvelle-Zélande, par rapport à ça, en Nouvelle-Zélande, donc tout est dépénalisé entièrement. En anglais, ils disent décriminalisé, decriminalisation. Et donc là, ni les clients, ni les travailleurs sexuels elles-mêmes, ni ce qu'on appelle les third parties, donc les personnes autres, les managers ou les tierces personnes qui peuvent interagir dans ce milieu-là, les chauffeurs, les managers de maisons closes, ça peut être tout con, hein, même je veux dire, t'es travailleur du sexe, t'as ton mari qui prend les appels pour toi, qui prend les rendez-vous pour toi. Bon bah, sous le loi de proxénétisme, il peut tomber, il peut prendre très cher. Donc là, voilà, ça décriminalise entièrement les personnes intervenantes autour. Donc les clients, les trucs même et les personnes autour sont dépénalisés, ont le droit de former des relations, de travailler ensemble, et sont protégés par la police et la justice comme tout le monde dans le droit commun. Et donc ça c'est le cas en Nouvelle-Zélande. Depuis 2003, c'est aussi le cas en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, depuis 1995, où en fait c'était suite à du gros militantisme de la part des organisations de travail du sexe qui étaient très fortes, et des énormes scandales en plus à l'époque de policiers qui abusaient complètement de leurs privilèges et pour obtenir des faveurs sexuelles des travailleuses du sexe, sous couvert de je vais mettre une amende, donc de file-moi, vas-y, on fait ça 1 heure. Il y a eu des cas absolument affreux où en fait donc ils obtiennent une faveur sexuelle et après ils lui foutent l'amende et après ils l'emmènent en tôle. Ça a créé des scandales tels qu'on s'est rendu compte qu'en fait ces lois-là où tu donnes du pouvoir
à la police, finalement, sous ces lois-là qui permettent en fait à des gens, voilà, il y a parmi, bon, pas tous les policiers ne sont pas forcément, mais ça crée des opportunités en fait, des opportunités pour que les mecs, du coup, profitent de ces situations-là pour abuser complètement de ces filles-là. Et donc par rapport à ça, les travailleurs sexes ont réussi à militer pour que ce soit entièrement dépénalisé. Et la conséquence de ça, c'est que les travailleurs sexes peuvent travailler comme elles veulent. C'est-à-dire que si elles veulent travailler toutes seules, en intérieur, ou dans la rue, ou à plusieurs avec des collègues, dans un appartement qu'elles louent, avec ou un système de sécurité, avec un personne pour la sécurité ou non, elles peuvent aussi travailler en maison close, si elles le veulent, avec un manager qui s'occupe pour elles de la publicité, de filtrer les clients, de fournir un cadre de travail. Certaines travailleuses sexes peuvent apprécier, effectivement. Elles doivent filer une partie de leurs revenus, mais en échange, elles ont des services qu'elles trouvent pratiques. Donc elles ont le choix, en fin de compte. Soit les maisons closes, soit travailler toutes seules, soit travailler avec des copines. Et c'est vertueux, du coup, ce système-là, parce que ça crée, du coup, de la concurrence. En l'occurrence, les managers de maisons closes savent que les travailleuses sexes ne sont pas captives. Elles ont la possibilité d'aller ailleurs, de travailler avec des copines ou toutes seules si elles le veulent. Et du coup, ils savent qu'ils sont fortement incités à les respecter, à leur offrir des bonnes conditions de travail. Donc d'une part, déjà, voilà, le système en tant que tel crée des protections. Et puis outre ça, voilà, elles ont accès à la police. Mais pas à la police qui vient les emmerder, mais qui est là vraiment pour les protéger, comme n'importe qui en fait. Donc il y avait un cas qui avait fait pas mal de bruit en 2014 où une travailleuse sexe, le client lui avait piqué de l'argent après avoir fait une session avec elle. Le flic est allé chercher l'argent que le client lui devait pour lui remettre. Ce qui serait impensable n'importe où ailleurs en fait. En France, c'est impensable. Pareil, il y avait eu un cas où une fille travaillait dans une maison close. Elle avait subi du harcèlement sexuel de la part de son manager. Elle avait réussi à porter plainte et à gagner sans que la maison close soit fermée et qu'elle perde son boulot quoi. Comme dans n'importe quel autre ailleurs, c'est juste que le mec s'est pris des grosses amendes, il a dû se faire virer, mais en tout cas il n'a pas perdu son job. Pareil, impensable ailleurs, voilà, et parce qu'elles ont accès au droit commun et la police est là pour les protéger. Elles n'ont pas peur d'aller porter plainte. Voilà, comme c'est le cas beaucoup en France, ou encore pire dans les modèles où la police peut s'attaquer à elles parce qu'elles sont criminalisées elles-mêmes. Dans ces cas-là, vraiment, elles refusent, même quand elles se font agresser, d'aller voir la police et de porter plainte. Là, c'est pas le cas. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites où vraiment ça a montré que le sentiment de pouvoir aller jusqu'à la police, faire valoir leurs droits, porter plainte quand elles ont des agressions a beaucoup augmenté depuis le passage de la loi. Donc voilà, c'est vraiment une situation bien meilleure, qui n'est pas pour autant parfaite. Parce que déjà de manière générale il n'y a aucun système parfait, mais en l'occurrence même au niveau du droit, il reste une partie des travailleurs sexes qui sont encore exclus, qui sont encore dans le marché noir, c'est les migrantes qui n'ont pas papier. Voilà, c'est ce que reprochent encore les travailleurs sexes. Elles disent voilà, finalement c'est les seules personnes qui encore aujourd'hui en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Galles du Sud ne peuvent pas profiter du système légal. Dans sont encore criminalisées, elles ont des risques de se faire déporter et du coup elles se font agresser, elles vont pas les porter plainte parce que ça serait un risque de se faire déporter, de se faire ramener dans un pays qu'elles ont quitté pour avoir de meilleures opportunités de travail, pour pouvoir gagner voilà, en richesse et en bonnes conditions de vie. Donc il y a encore une partie des travailleurs sexes qui reste criminalisée. C'est les migrantes. Mais outre ça, le système a montré vraiment, pareil, c'est très documenté depuis le début des années 2000, ses bénéfices quoi. Tous les travers qu'on a, l'utilisation de préservatifs est omniprésente. Voilà, c'est impossible que quelqu'un ou presque qu'un client arrive à négocier le fait de ne pas avoir préservatif. Non, c'est impensable. Il y a beaucoup moins de violence parce que au moindre truc, les mecs savent qu'ils peuvent se faire écrouer. À l'inverse, en France, encore une fois, un mec qui veut agresser une travailleuse sexe, c'est triste, c'est horrible, mais les travailleuses sexes sont des cibles faciles en France. Surtout quand elles sont des migrantes qui n'ont pas papier, parce qu'on s'attaque à elles iront pas porter plainte. Déjà, elles sont à l'écart parce que c'est le seul moyen d'avoir des clients, et deux, même quand elles se font attaquer, elles iront pas porter plainte. Donc c'est vraiment, pour les pervers de ce monde, les travailleuses sexes, la loi crée qu'en fait, c'est des cibles idéales pour ces gens-là. Donc à l'inverse de ça, dans les systèmes décriminalisés, entièrement dépénalisés, elles sont protégées comme tout le monde. La police est là vraiment comme n'importe quel citoyen
pour les aider en cas d'agression, elles peuvent porter plainte. Donc c'est vraiment ce qu'elles demandent. Voilà, quand on écoute les discours du STRAS et des militants de travail du sexe, c'est ça qu'elles veulent finalement. C'est pas ce système où les maisons closes, à l'exception de tout le reste. Et qu'en fait, elles veulent pouvoir choisir elles-mêmes toutes sortes de modalités de travail sexuel, que ce soit seule, à l'intérieur, en extérieur, avec des copines ou non, dans une maison close, avec un manager qui fait ceci, qui fait pas cela. Donc voilà, donc c'est ça qu'elle demande, que le droit, ce qui est finalement très libéral en fin de compte. C'est pour ça que moi je dis très souvent, les travailleuses sexes sont finalement les militantes les plus libérales qui soient, parce que elles veulent juste qu'on leur foute la paix. Elles veulent pas de loi spécifique par rapport à leur travail. Elles veulent juste pouvoir exercer comme n'importe qui et choisir leur modalité de travail. Ok. Bah écoute, pour conclure, on va revenir en France et se dire du coup quel est le prochain pas pour le STRAS et les associations. Est-ce que tu sais s'il va y avoir un autre recours, peut-être à un niveau européen ou je sais pas. Ouais. Alors il y a plusieurs choses. Déjà c'est intéressant, d'ailleurs j'aurais pu revenir dessus, mais ils attendent beaucoup une évaluation de la loi. Qui était censée venir, évaluation officielle de la loi. C'est-à-dire que donc il y a eu cette étude par Médecins du Monde et autres en avril 2018 dont on a parlé. Mais en fait, quand la loi a été mise en place en 2016, il était prévu que 2 ans plus tard, il y ait une étude qui soit faite sur l'impact que cette loi a eu. Cette étude-là n'a jamais eu lieu. Ça fait maintenant 1 an qu'ils l'attendent. Elle sera, bon, je pense qu'ils ont aujourd'hui un peu fait la croix dessus, elle sera jamais publiée. Ils se rendent bien compte qu'en fait, ils se doutent bien, c'est-à-dire qu'en fait c'est tellement impossible de dire que la loi a eu des effets bénéfiques qu'ils se rendent bien compte que s'il l'a fait, ça démontrera nécessairement que c'est terrible, qu'il y a moins d'usage de préservatifs, que ça les a précarisés. C'est tellement évident qu'en fait, du coup, ils préfèrent mettre ça sous la table et ne jamais sortir ce rapport-là. Donc, ils vont continuer à demander à ce qu'il ait lieu, mais bon, ça n'arrivera probablement pas. Et d'autre part, effectivement, ils vont essayer de se porter plainte effectivement contre les tribunaux européens, la Cour des droits de l'homme européenne. Pour essayer de faire tomber cette loi-là. Pareil, avec des motifs de respect, de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les seuls moyens au niveau judiciaire de faire tomber la loi, finalement. C'est vraiment de montrer les paradoxes juridiques que cette loi entraîne. Donc d'une part, et puis d'autre part, après il y a tout le travail, mais ça ils n'ont pas commencé, ils l'ont déjà fait, c'est le lobbying auprès des parlementaires en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a la voie judiciaire qui peut permettre de faire tomber le volet répressif, mais après sinon le seul moyen c'est les parlementaires qui votent, voilà, la voie législative pour que ils arrivent à voter et faire tomber ce régime-là. Pour discuter beaucoup avec Thierry Schaffhauser du STRAS, il me raconte très souvent qu'en fait il y a beaucoup de députés qui sont plutôt d'accord en fait, mais de manière privée. Ils n'osent pas publiquement en parler. Alors, il y a quelques députés En Marche, il y en a 1 ou 2 qui aujourd'hui osent aller dans les médias pour dire qu'il faudrait changer, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont plutôt sympathisants, mais qui ont tellement peur des militants abolitionnistes qui sont peu nombreux, mais très organisés en fait, et très, très puissants, très vocaux. Vraiment, vocaux, vraiment, ils occupent un espace médiatique très important pour finalement leur faible nombre, parce qu'y compris dans l'opinion publique, les sondages qui ont lieu, les gens sont plutôt d'accord avec le fait qu'il n'y a pas lieu d'avoir de pénétration. Bon, alors ils ont décidé qu'il faut ouvrir les maisons closes, mais ça part d'un bon sentiment. Ils veulent plutôt protéger les droits qu'emmerder. Mais il y a vraiment c'est un lobby, le lobby abolitionniste, qui est très puissant et qui fait très peur aux députés qui n'osent pas du coup publiquement entrer dans un débat pour arriver à faire changer, même si en privé en fait ils reconnaissent, ils se rendent bien compte, c'est un peu c'est tabou, et à cause de cette omniprésence des abolitionnistes qui sont vraiment très puissants et très organisés, malheureusement ça risque pas d'arriver encore tout de suite, même si le STRAS se bat, rencontre des députés, peut-être qu'ils y arriveront, je leur souhaite, mais c'est encore un peu compliqué pour le moment. Écoute, merci beaucoup pour cet échange, merci pour ton travail. À bientôt.